Yo, bienvenue sur la chaîne des blocs. Alors comme tu peux voir dans le titre, ici on va parler de la blockchain. Peut-être tu as déjà entendu parler de Bitcoin sous forme de monnaie ou de crypto-monnaie. Ici il va s'agir de la technologie du Bitcoin. Alors sans plus attendre, commençons la vidéo. Pour bien commencer, on va un peu parler de l'histoire du Bitcoin, d'où ça pourrait venir ce machin. En fait, le Bitcoin, ça vient d'un papier blanc qui a été publié en 2008 par Satoshi Nakamoto. Dans ce papier, en fait, on parle de la... Enfin, dans un papier blanc, de manière générale, on parle de la théorie et de la pratique d'une nouvelle technologie. Satoshi Nakamoto, dans le papier, parle d'un système de transactions sécurisé et décentralisé. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, ce truc de décentralisé? C'est un peu bizarre, j'imagine. Alors, pour illustrer, on va prendre l'opposé de ce que c'est d'un système décentralisé, à savoir un système centralisé. Par exemple, la banque. Lorsqu'on réalise une transaction avec une banque, on imagine qu'il y a un institut qui va gérer toutes les transactions bancaires qui viennent vers ce point-là. Donc ça, c'est le point central, qui va ensuite sécuriser les transactions et les valider. Donc un point central, ça a plusieurs défauts, à savoir que ça coûte cher, par exemple. Et donc, dans le papier de Satoshi Nakamoto, on parle d'un système décentralisé. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, surtout pour des transactions sécurisées? En fait, ça veut dire tout simplement que, au lieu d'avoir un point central comme la banque, on aurait plusieurs petits points qui gèrent les mêmes transactions et qui opèrent selon un consensus, pour se mettre tous d'accord. Parce qu'au final, ils vont agir un peu comme un point central, mais en étant pas central du tout, c'est-à-dire qu'ils opèrent chacun de leur côté, puis ils se mettent d'accord pour valider les mêmes transactions. Voilà comment ça marche typiquement. Donc on imagine bien qu'un pour un point central, c'est assez simple à faire, puisqu'il a à gérer sa sécurité propre. Donc quand c'est une banque par exemple, elle a sa couche application pour gérer sa sécurité à elle. Donc là, ça devient plutôt simple. Dans un principe décentralisé, là, ça devient plus compliqué parce que maintenant, on a plein de petits points qui ont chacun leur manière de gérer le truc. Il faut bien une sorte de, ce qu'on appelle le consensus en fait. Il faut un consensus. Petit détail par rapport au Bitcoin, c'est que on parle souvent du Bitcoin comme la monnaie, le BTC en fait, qui est une monnaie, il n'y a pas de souci, mais en réalité, Bitcoin, c'est surtout une technologie, à savoir la technologie de la blockchain. Donc quand je vais dire Bitcoin, il faut entendre blockchain et pas crypto-monnaie, c'est important. Alors, maintenant là, on va parler de la technologie du Bitcoin. Ah non, alors avant, je préfère qu'on parle un petit coup de l'origine de cette problématique, parce qu'elle n'est pas nouvelle, la problématique à laquelle répond le Bitcoin. La problématique, en réalité, elle s'appelle le problème des généraux de Byzantin. Alors ce truc, ça a apparu en informatique en 1980, c'est pas un problème nouveau en fait. Faut savoir que le Bitcoin, le Bitcoin donc c'est la première blockchain, et le Bitcoin ça a été publié en 2008, donc 1980-2008, c'est vraiment pas nouveau ce problème. Le problème des généraux de Byzantin, je vais essayer de le simplifier du mieux possible, c'est qu'on imagine qu'il y a un général, une ville, avec tout autour des camps où dans chaque camp il y a un lieutenant de Byzantin. Alors ces gars-là, ils sont vénères, ils veulent attaquer la ville. Il y a des petits points de détail à lister en fait, c'est que premièrement, pour conquérir la ville, ils ont besoin d'une stratégie commune, c'est-à-dire qu'ils doivent soit tous attaquer, soit tous prendre un retrait. Un autre point de détail, c'est que pour communiquer, ils utilisent un messager qui court et qui a une bonne endurance, genre qui peut ramener un message pour chaque camp, et qui va donner la décision de l'un et de l'autre. Alors pourquoi je dis de l'un et de l'autre? C'est parce que le général, il a une décision à prendre, c'est-à-dire soit dire attaquer, soit dire de faire un retrait. Donc il envoie un messager pour tous les lieutenants, et chaque lieutenant a également un pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'individuellement, il peut dire « Ok, moi j'attaque, ok, moi je prends un retrait ». Ensuite, il faut un consensus, parce que comme j'ai dit, la stratégie, ils doivent travailler à l'union. C'est-à-dire que s'il veulent attaquer, il faut qu'ils attaquent tous. S'ils veulent prendre un retrait, il faut qu'ils prennent tous un retrait. Alors pour le consensus, c'est très simple, on opère selon un consensus sur la majorité. La décision majoritaire l'emporte. Admettons, la majorité c'est attaquer, même ceux qui voulaient prendre un retrait doivent attaquer, car ils doivent suivre le consensus. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, le problème des généraux de Byzantin, parce qu'il y a un problème, c'est en cas de traîtrise. Lorsqu'il y a un traître au sein de leur système, donc soit un traître dans les lieutenants, soit un traître dans les messagers, soit un traître dans les généraux. Et là, le problème, il cherche à définir à partir de combien de traîtres le consensus peut être déjoué. Parce que le consensus,
tu l'as compris, c'est très important en fait, puisqu'ils agissent selon le consensus. Mais si le consensus est déjoué, là ça devient un sacré problème. Alors le problème des généraux byzantins, on cherche à définir à partir de combien de traîtres ça peut être problématique. Donc je vais pas donner la réponse parce que déjà c'est compliqué, puis ça ferait l'objet limite d'une vidéo, et que c'est pas l'objet de cette vidéo. Mais ça sert plutôt bien le propos du Bitcoin, on va voir pourquoi. Maintenant, on va parler donc vraiment du Bitcoin, de comment ça fonctionne, et on va commencer, en fait, pour parler de ça, de la chaîne de blocs. Qu'est-ce que c'est que la chaîne de blocs? Bon, c'est assez simple, on entend chaîne, on entend bloc. Il y a déjà deux éléments très importants. Alors, moi j'aime bien illustrer la blockchain sous forme d'une chaîne, en fait. Une chaîne avec les maillons, qui sont liés l'un et l'autre. Un maillon, il a une propriété assez intéressante. On va prendre par exemple le troisième maillon d'une chaîne. Qu'est-ce que c'est que sa propriété en fait à ce troisième maillon? Eh bien il a une propriété, c'est que d'abord, le maillon précédent c'est toujours le deuxième maillon et le maillon suivant c'est toujours le quatrième maillon. Une autre propriété, c'est que ce maillon, ce troisième maillon, je ne pourrais jamais le déplacer. La seule possibilité de le déplacer, c'est de couper la chaîne, de la casser, donc de la dénaturer. Voilà. Ça c'est la propriété de la chaîne. Eh bien la blockchain, c'est le même principe. On a des blocs qui sont connectés entre eux. Donc à la place des maillons, on imagine maintenant qu'on a des blocs. Ils sont liés entre eux. La propriété d'un bloc, c'est qu'il est toujours précédé d'un bloc donné et toujours suivi d'un bloc donné. Et que ces blocs-là ne peuvent jamais changer. Ils sont inchangeables. C'est le principe de la blockchain. Maintenant, on va zoomer un peu plus dans ce que c'est qu'un bloc. Alors, un bloc, il contient pas mal de données, mais encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas nécessairement important pour comprendre la blockchain, mais il y a un certain type de données qui est important pour le comprendre, c'est les transactions. Alors, les transactions, typiquement, c'est un envoi vers un récepteur, un envoyeur qui envoie quelque chose vers un destinataire, voilà. Donc l'envoyeur, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être n'importe qui. Il a une adresse et il l'envoie vers un destinataire qui lui aussi a une adresse, tout simplement. Donc pour le Bitcoin, ça marche qu'avec de la monnaie en fait, le BTC tout simplement. Mais on pourrait imaginer que l'envoi c'est un message, il n'y a pas de souci. Le Bitcoin ne gère que la monnaie, mais en réalité il existe déjà des technologies qui peuvent gérer des messages beaucoup plus lourds que simplement de la monnaie. Donc les blocs contiennent un bloc contient plusieurs transactions. Donc ça c'est important à noter, plusieurs transactions, il ne contient pas une transaction, il contient plusieurs transactions. Alors maintenant, on va parler du système, concrètement, comment ça fonctionne, comment ces blocs sont créés. Parce que tu imagines bien que des transactions, comme pour les transactions financières avec une banque, il y en a plein tout le temps. Donc des blocs, t'imagines bien qu'il y en a tout le temps des nouveaux de créer, parce qu'il y a des nouvelles transactions, il faut bien des nouveaux blocs pour contenir ces nouvelles transactions. Et c'est là que vient l'aspect de miner. Alors tu as peut-être déjà entendu ce terme, miner. En réalité, miner, c'est simplement générer un nouveau bloc. Mais, étant donné que c'est décentralisé, que la génération se fait de manière décentralisée, c'est-à-dire que chaque point peut générer un nouveau bloc. T'imagines, c'est comme si c'était un lieutenant, chaque point était un camp de lieutenants, et ils sont capables de prendre la décision, à savoir que la décision c'est quel bloc générer, quel bloc avec quelle transaction générer. Donc il faut un consensus. Il faut un consensus pour savoir finalement quel bloc on va générer, voilà, tout simplement, quel bloc on va générer. Donc les mineurs, c'est leur travail. Ils vont prendre donc des adresses, des transactions qu'ils vont mettre dans un bloc, et qui vont valider, et ensuite diffuser dans le réseau, comme le lieutenant qui va dire à ses messagers d'envoyer sa décision, genre il décide d'attaquer, il décide de prendre un retrait. Là c'est pareil, un mineur il décide de générer un bloc, et il le diffuse dans tout le réseau, donc c'est-à-dire chez tous les mineurs, pour que les mineurs sachent ce que lui a trouvé comme bloc, et qu'ils comparent avec leur bloc à eux, etc., pour à la fin définir un consensus, c'est-à-dire le bloc majoritaire, parce que on imagine bien que certains mineurs vont générer le même bloc, donc on va décider du bloc majoritaire. Et donc c'est celui-ci qui sera ajouté en fin de chaîne, donc un nouveau maillon à la chaîne, pour ensuite la poursuivre ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. Il y a un point intéressant par rapport à ces fameux mineurs. Et là, on va revenir au problème des généraux de byzantins, justement.
Les mineurs, pour générer des blocs, ils doivent opérer des calculs, ils doivent réaliser des calculs. Ces calculs, ils demandent un certain temps et une certaine ressource. Une ressource qui vient de leur processeur, en fait, qui ont besoin d'utiliser de la ressource pour calculer bêtement. Ce calcul, il est inhérent au réseau de Bitcoin et il est même demandé par le réseau Bitcoin. Et d'ailleurs, il augmente en complexité au fil du temps. C'est-à-dire que plus la chaîne de blocs est longue, plus la complexité de ce calcul est grande. Maintenant, on pourrait se demander, mais pourquoi les mecs devraient calculer? C'est un peu bizarre, ça. Eh bien, c'est simple. Et c'est là qu'on revient au problème des généraux de Byzantin. Pour que un traître puisse influencer le consensus dans un réseau de Bitcoin, il va devoir lui aussi réaliser ce calcul. En réalité, ce calcul, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est ce qui permet en réalité de exiger à quelqu'un qui veut générer un bloc de réaliser en amont un calcul qui aura demandé du temps et de la ressource. Bêtement, qu'est-ce qu'on évite? On évite qu'un traître puisse générer n'importe quel bloc qu'il souhaite à l'infini. Parce que s'il faisait ça, ça serait facile de déjouer le consensus. Il créerait une infinité de blocs qui va à lui seul générer le consensus parce qu'il va générer ses blocs à lui. Sauf que maintenant, avec les calculs et la complexité, il va devoir faire une preuve de travail. Donc un traître ne peut pas arriver comme une fleur et envoyer ses blocs. C'est comme ça que le réseau est sécurisé. Donc pour revenir aux généraux de Byzantin, ce serait comme si un lieutenant, aurait à prouver que il fait vraiment partie du groupe des Byzantins, je sais pas, parce qu'il a payé des taxes, il a donné beaucoup d'or, ou alors que c'est un mec connu, tu vois, qui est là depuis longtemps, etc. quoi. En gros, ce serait ça l'idée pour vraiment prouver qu'il n'est pas un traître et qu'il a vraiment été présent et réfléchi, entre guillemets, pour donner sa décision. Voilà, donc c'est comme ça que le réseau est sécurisé, par la preuve de travail. Et ensuite, lorsqu'un nouveau bloc est généré grâce au consensus, eh bien, il est ajouté en bout de chaîne, et ça y est, c'est historisé. Maintenant, on en vient à ce que c'est l'historisation, justement. L'historisation, c'est simple. C'est parce qu'une chaîne est consultable par n'importe qui, n'importe quand, et qu'un bloc ne peut pas être modifié, et ni changer de place, ni rien, eh bien, les transactions opérées sont historisées. C'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quand, peut les consulter. Et maintenant, on en vient au futur du Bitcoin. Parce que la blockchain est inchangeable et perdure au fil du temps, j'ai envie de dire, eh bien, on peut laisser une preuve d'un acte. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, je publie un fichier sur un réseau de blockchain et que je veux prouver que j'ai bel et bien publié ce fichier à telle date. Eh bien, grâce à la blockchain, ça serait très simple en fait. J'ai publié un fichier sur la blockchain avec mon adresse et éventuellement un destinataire. Eh bien, je peux le retrouver dans la chaîne de blocs, dans un bloc donné, peu importe à quel endroit il se situe, et bien montrer que mon adresse est ici et est bien listée. Grâce à ce système de consensus et de complexité de calcul, on est sûr que cette chaîne de blocs n'a jamais été modifiée, qu'on ne peut pas avoir triché, c'est bel et bien présent. Donc ça permet de prouver un acte. Et c'est pour ça qu'on parle de transactions sécurisées. Donc voilà, je pense que j'ai fait la liste de ce que c'est vraiment la blockchain. J'espère que ça a été clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. YouTube c'est fait pour ça, hein, et j'y répondrai. Éventuellement j'y répondrai en vidéo si pour moi c'est un sujet qui en vaut vraiment la peine d'en faire une vidéo. S'il y a beaucoup de choses à dire et des choses intéressantes à détailler, j'ai envie de dire. Donc voilà, je t'invite vraiment à interagir et également à t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse, la technologie de la chaîne de blocs, parce que éventuellement je vais parler que de ça, essentiellement même, je vais parler que de ça. Je vais parler également de l'investissement dans la crypto-monnaie, mais ce sera pas le sujet principal. Je vais pas parler principalement d'investissement. Ce sera plutôt axé sur la technologie de la blockchain et de tout ce qui environne à la blockchain, parce qu'en réalité, il y a d'autres choses inspirées de la blockchain qui ne sont plus de la blockchain, et j'en parlerai également. Alors voilà, je t'invite à t'abonner, puis on se retrouve dans quelques blocs.